Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, Eh bien, écoutez, ravi de participer à votre émission, même s'il faut se lever tôt, hein. ah bah ça, à qui le dites-vous? Et nous, on se lève encore plus tôt, vous imaginez, c'est pas un métier. Est-ce que vous avez l'impression que Trump est en train de redessiner le monde? Non, non. Il fait des coups de gueule, mais vous savez, il va vite se calmer, parce que nous vivons dans un village planétaire. Et dès qu'il y en a un qui sort un peu, je dirais, des normes et veut pratiquer uniquement un certain nombre d'unilatéralisme, il va s'opposer au monde entier rapidement, qu'on le veuille ou non. Je vais prendre un exemple. Il a annoncé, enfin, on lui a prêté le fait qu'il voulait quitter l'OTAN. Jamais les États-Unis ne quitteront l'OTAN. C'est une organisation états-unienne. Et bien évidemment, c'est la première organisation politique des États-Unis. Donc, c'est du pipeau, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est clair que bon, les Européens doivent faire des efforts en matière de défense, ça on est d'accord, mais il est clair aussi que jamais les États-Unis ne quitteront l'OTAN. Sur un certain nombre d'autres problèmes, ce matin, j'entends qu'il a quitté l'OMS. Bon, c'est vrai que l'OMS est fort critiquée, mais il n'y a pas que l'OMS qui est critiquée dans la gestion du Covid, il y a aussi la Prussienne qui est à la tête de la Commission. Donc, tout ça fait qu'il va y avoir un certain nombre de règlements de compte, mais cela est qu'il vit et qu'il sera obligé de prendre en compte la nature même de la planète où n'importe quel événement dans un coin du monde a une influence sur le reste et qu'on est dans une notion interactive permanente. Et donc, il y a un moment, il va devoir se calmer parce qu'il va se mettre à dos tout le monde. Alors, on a l'impression, pardonnez-moi, que le fait que Trump se mette à dos tout le monde, c'est pas exactement le genre de choses qui l'empêche de dormir et qui s'est même fait une spécialité de se mettre à dos beaucoup de monde et qu'il a le dos assez large. Oui, mais il a peut-être le dos assez large, mais il ne l'aura pas suffisamment pour, je dirais, gérer toutes les mesures contractives qui vont toucher les intérêts américains. Donc, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je connais les Américains depuis pas mal de temps. J'ai géré des questions d'extraterritorialité de leur législation. Et à chaque fois que nous avons dit non et qu'on leur a dit qu'on a pris des mesures, eh bien, ils se sont calmés. Il ne faut pas croire que ça soit aussi simple que ça. Nous sommes dans un monde interactif, mais ce qu'il faut, et là je vous rejoins, ce qu'il faut, c'est avoir une politique cohérente, une politique étrangère autonome, c'est-à-dire que la politique étrangère de la France ne doit pas se faire ni à Bruxelles, ni à Washington, ni à Moscou, elle doit se faire à Paris pour défendre nos intérêts. Et moi, je ne reprocherai pas aux présidents américains de défendre leurs intérêts, ils le font en permanence, de manière même un peu impérialiste, mais il n'en demeure pas moins que nous avons aussi les moyens de défendre nous-mêmes. Il n'y a aucune corrélation entre la taille et la puissance. C'est un problème de cohérence interne. Et moi, je suis très... Mais aujourd'hui, je vous donne raison sur un point, c'est que nous sommes totalement soumis aux Américains, et ça, c'est inacceptable. Vous parliez tout à l'heure de l'extraterritorialisation du droit américain. On a tous en mémoire, par exemple, les sanctions qui ont été prises par les Américains contre les entreprises européennes et françaises qui avaient eu le culot de commercer avec l'Iran alors que les États-Unis avaient décidé que le dollar sacré était leur propriété où qu'il soit dépensé. Et à quel moment est-ce que la France a réussi à faire pièce à l'extraterritorialité américaine? Eh bien, moi, j'en ai été l'auteur. Dans l'affaire Urengoy, qui était une question sous le président Giscard d'Estaing au début de Mitterrand, eh bien, on a réquisitionné la société qui était en France pour livrer les compresseurs et les Américains sont inclinés. C'est la même chose. Ce qui s'est passé, par exemple, dans les banques américaines,
elles sont coupables d'une chose. Le gouvernement français, dans l'affaire, par exemple, sur les relations avec Cuba, a été mis au courant par la banque française, c'était, je crois, la BNP, que lorsque les sanctions sont tombées, c'est-à-dire que ces banques, ces grands malins, ils pensent pouvoir se défendre eux-mêmes, eh bien, ils ont fait une faute et ils se sont fait taper sur les doigts sévèrement, sous prétexte qu'ils avaient arbitré effectivement les questions du commerce international par le dollar et utilisé des courriels, c'est-à-dire Gmail, qui est bien sûr géré par les États-Unis et dont le site émetteur est aux États-Unis. Mais nous avons les possibilités. Moi, j'ai réclamé que nous puissions attraire les Américains à l'arbitrage international et Hollande n'a jamais voulu le faire et encore moins Macron aujourd'hui qui est totalement soumis aux Américains. Nous avons les moyens de prendre des contre-mesures. Encore faut-il en avoir la volonté, encore faut-il avoir la cohérence de l'action. Et donc tout ça, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, je vous l'accorde, nous sommes dans une phase de soumission et nous n'existons plus, surtout lorsque vous avez un président de la République qui démantèle le service diplomatique français. C'est inadmissible. Donc tout ça, c'est un problème de cohérence, tout ça, c'est un problème de volonté politique, tout ça, c'est un problème de prendre des mesures pour dire aux Américains, ça suffit, et nous sommes capables de le faire. Alors, vous dites que nous en avons la capacité théorique parce qu'il y a un arsenal juridique que vous maîtrisez et qui existe, mais vous avez souligné à juste titre que Emmanuel Macron n'a aucune envie de reconstituer une France puissante. Stéphane Séjourné, son féal à l'Union européenne, a expliqué qu'il fallait conclure des accords avec les Américains. L'Union européenne a l'air de nous empêcher, malgré tout, d'exister d'une manière souveraine. Et est-ce que cette possibilité théorique que vous mettez en avant n'est pas désespérément théorique et absolument pas pratique ? Non, parce qu'il y aura des élections à la présidence de la République. Macron n'est pas éternel, Dieu soit loué. C'est le cas de le dire. Et lorsque nous avons un président de la République qui défendra les intérêts et qui prendra des mesures en conséquence, eh bien nous y arrivons. Aujourd'hui, on est dans une phase, y compris en matière d'Internet, de confiance. Quand j'entends que les entreprises françaises mettent leurs données sur iCloud, je suis sidéré parce que c'est immédiatement connu par les services secrets américains et qu'ils vont pomper un certain nombre d'informations. Ne nous trompons pas. Eh bien, il faut retrouver effectivement une maîtrise d'Internet. C'est ce que les Chinois ont fait avec, je le sais, des méthodes radicales, mais il est clair aujourd'hui que tout dépendra d'une nouvelle élection présidentielle avec un président ou une présidente qui défend les intérêts et ne se couche pas. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, depuis 7 ans, nous avons un président qui est je dirais, totalement sous contrôle des Américains, qui rêve d'une Europe fédérale qui n'existera jamais. Et donc le problème, il est là. C'est que nous avons un homme qui ne défend pas les intérêts français à la tête de la nation et qui, à mon avis, devrait se faire taper sur les doigts vertement par les Français. Alors, cela dit, voilà, le Parlement français a voté le fait que l'ensemble des lois européennes prévalait sur l'ensemble des lois françaises. Est-ce qu'un nouveau président aurait une quelconque liberté par rapport à tout ce qui a été préalablement décidé ? Et par rapport à tous les traités... Non, sur ce point précis, ça commence à se retourner. Il y a, premièrement, les Allemands, dans la Bundesverfassungsgerichtshof de Karlsruhe, ont clairement dit qu'en matière de loi européenne, le dernier mot doit appartenir au Parlement, à la diète fédérale. Et nous avons commencé à mettre du côté du Conseil constitutionnel une réserve constitutionnelle et dire que, mais c'est encore pusillanime, notamment de la part du Conseil d'État, voire même du Conseil constitutionnel. Donc, en tout état de cause, il y a un mouvement qui commence à s'amorcer dans lequel c'est effectivement la loi nationale qui doit prévaloir et nos juges vont devoir se ranger à ce qui est, je dirais, la volonté nationale. Le Parlement, jusqu'à nouvel ordre, doit être respecté, y compris par les juges. Mais ça va prendre un bout de temps. Moi, j'y ai même travaillé avec mon ami Larivière
pour, par exemple, supprimer le droit de recours individuel à la CEDH. C'est-à-dire, on voit bien qu'on est allé très loin dans un sens et que commence, je dis bien commence, à s'amorcer un retour je dirais, au souverainisme juridique de la France, mais ça va prendre encore un peu de temps. Personnellement, c'est la raison pour laquelle je suis bien décidé, malgré un récent échec, à retourner au Parlement pour défendre et exprimer ce qu'est, je dirais, cette nécessité d'une souveraineté juridique. Cela ne signifie pas qu'on va vivre derrière, je dirais, dans un ghetto. Nous sommes dans un monde très interactif, mais nous devons avoir la possibilité à un moment de dire non, y compris à nos juges, et de commencer à ce moment-là une négociation qui doit nous permettre de sauvegarder nos intérêts. Alors, il y a quelque chose quand même qui est intéressant chez Trump. Vous l'avez dit, il s'est retiré de l'OMS, il a signé un décret où il se retire de l'accord de Paris. Il y a un certain nombre d'organisations ou d'accords transnationaux qui ajoutent une couche de contraintes sur toute volonté souveraine et nationale. Est-ce que la France n'aurait pas intérêt, elle aussi, à se retirer, par exemple, de la CEDH, à se retirer de l'OMS, à se retirer de l'OTAN? Ce ne serait pas une première? Alors, pour ce qui est de l'OTAN, moi, je n'ai jamais accepté qu'on y retourne, même si, il faut le savoir, nous n'avons pas rallié le comité nucléaire. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Mais il est clair, nos militaires sont admiratifs de l'OTAN. Une machine, n'est-ce pas? C'est intégré, etc. Et c'est vrai que nous avons parfois besoin, je dirais, des logistiques d'information de l'OTAN. Mais tout ça peut se régler sur une phase de compromis, sur une phase, je dirais, de négociation. Nous n'avons, même du temps du général de Gaulle, nous n'avons jamais claqué la porte des coopérations avec l'OTAN. Mais la France était maîtresse de ses décisions à chaque cas. Et à mon avis, on peut y retourner. Sortir de l'OMS, je dirais franchement, il y a certainement eu des fautes de l'OMS, c'est ce que reproche Macron, mais vous savez, de ce côté-là, vous n'empêcherez pas les problèmes d'interaction et de, comment pourrais-je me dire, de communication internationale de tout ce qui est les problèmes de santé. Je suis extrêmement frappé. Sur la scène internationale, les connaissances circulent plus vite que ce que veulent les gouvernements. Entre les scientifiques, il y a toujours eu cet international de la connaissance. Et ça, vous ne l'empêcherez pas. Monsieur Trump ne l'empêchera pas. Et ce qui ne signifie pas qu'ensuite, au niveau de l'organisation internationale, il n'y a pas un certain nombre je dirais, de mise au point à faire, parce qu'il est possible que du côté de l'OMS, notamment dans les relations avec la Chine sur la source du Covid, il y a eu une certaine, je dirais, naïveté, voire une certaine compromission. C'est possible, on ne peut pas le nier. Les organisations internationales ont parfois leur propre politique et prennent en compte des éléments qu'un gouvernement ou un autre ne va pas vouloir prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que du côté de l'OMS, vous aurez beau dire « je claque la porte de l'OMS », les scientifiques américains continueront d'échanger avec tous les scientifiques de la planète et ça continuera en dépit des ordres de M. Trump. Oui, en fait, l'idée de se retirer de l'OMS, c'est pas tellement que d'empêcher la communication scientifique. C'est comme le fait de se retirer de l'accord de Paris ou de n'avoir jamais finalement véritablement intégré la CPI. C'est-à-dire que les États-Unis se libèrent de chaînes judiciaires transnationales, alors que pour le moment, la France, au contraire, se charge de toutes les chaînes possibles et de tous les accords possibles. C'est exact. Et là, vous avez raison. C'est qu'on multiplie, je dirais, les soumissions, alors même qu'on devrait à chaque fois regarder où on met les pieds et refuser, par exemple, un certain nombre de règlements et de normes. C'est vrai pour l'Union européenne, c'est vrai. Pour ce qui est de la CPI, de la Cour pénale internationale, je vais vous dire une chose, c'est qu'en tout état de cause, c'est assez utopiste. C'est une cour qui est, dans certaines mesures, dans les mains des ONG
et que les ONG, il faut les remettre à leur place. Hein. Il faut les remettre à leur place dans les flux migratoires, il faut les remettre à leur place sur la volonté de vouloir faire justice et imposer une morale urbi et orbi. C'est là où il y a un problème. Les États doivent reprendre le pouvoir. Les États sont les seuls qui ont la compétence de la compétence, notamment en Union européenne, et c'est aux États de reprendre la compétence et de mieux contrôler et de ne pas se laisser manipuler par un certain nombre d'ONG qui ne représentent qu'elles-mêmes et parfois sont dans les mains de services secrets étrangers ou de lobbies pas tout à fait catholiques, si je peux prendre cette expression. Donc vous avez raison, il y a une remise à plat à faire des relations internationales à travers, je dirais, la nécessité des États de reprendre le pouvoir. La France en est très loin, surtout avec le locataire actuel de l'Élysée qui est véritablement a perdu toute crédibilité et pratique la fuite en avant. Alors, vous avez raison de souligner qu'avec le président Macron, on est mal loti. On est mal loti non seulement parce qu'il est européen dans l'âme avant même d'être français, qu'il a fait tous ses efforts pour établir une Europe fédérale dont vous nous dites, Dieu vous entende, qu'elle n'adviendra jamais, malgré les efforts conjoints de la Prussienne, comme vous l'appelez, et de Macron. Et est-ce que on a quand même, en France, la possibilité de reconstruire une diplomatie après le saccage macronien absolument incroyable qui a eu lieu depuis 7 ans ? Eh bien, j'espère que ce sera la mission et un des thèmes du programme de la prochaine présidentielle sur la nécessité de maîtriser effectivement la diplomatie française pour défendre nos intérêts. Et j'espère bien qu'il y aura une ou un candidat qui vont faire, je dirais, campagne sur ce thème. Nous en avons les moyens. Pour rien vous cacher, j'en ai parlé avec certains anciens ministres des Affaires étrangères qui ont été horrifiés quand ils ont appris qu'on avait dézingué le service diplomatique, alors que toutes les puissances du monde, bien sûr, ont un service diplomatique national. Eh bien, je pense qu'on peut y arriver et que ce sera un mauvais cauchemar de l'époque de Macron. Mais il y a du travail, mais il faut gagner les élections, mais il faut aussi que les Français comprennent que se soumettre complètement à l'Union européenne ou à un certain nombre, je dirais, d'idéologies, parce qu'on est dans le monde de l'idéologie des ONG, ce n'est pas conforme à nos intérêts, ce n'est pas conforme à l'indépendance nationale qui est le fondement même de nos libertés collectives et individuelles. Alors, monsieur, vous portez vraiment un langage d'espoir et on est ravis à l'idée que la prochaine élection présidentielle puisse permettre de régler tous les problèmes. Mais en fait, la France s'est quand même fait chasser à coups de pied de l'Afrique. La France n'a participé à rien au Moyen-Orient. Au contraire, même toutes les promesses que Macron a faites au Moyen-Orient ou en Ukraine ont abouti à dissiper le très peu de crédit qui restait encore. Est-ce qu'un nouveau dirigeant serait capable vraiment de reconstituer cette influence française ? Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez raison de parler d'influence. Moi, je vais vous dire, je dis à nos amis africains, parce qu'il y en a beaucoup, je dis aux amis africains, faites attention où vous avez mis les pieds, parce que vous allez être cocufiés. Il est clair que c'est ni la Russie, ni la Chine qui vont défendre les intérêts des Africains. Donc, il y a un moment, il va y avoir des retours de bâton chez eux. C'est à nous de jouer avec intelligence. Il est clair qu'on n'a pas peut-être toujours la nécessité d'intervenir militairement, mais je regrette, alors je le dis avec force, que nous n'ayons pas eu les moyens de casser la fameuse milice russe, alors que nous en avions les moyens. Et je dis bien les casser militairement. Donc ça, c'est parce qu'on a eu la trouille, on a dit ça va être le retour de la France-Afrique. Non, ce n'est pas le retour de la France-Afrique que de casser la fameuse milice russe, soviétique, j'allais dire, qui avançait pas à pas et qui aujourd'hui est accusé de beaucoup de malversations et de beaucoup, je dirais, de crimes de guerre. Donc, je dis à nos amis américains, faites attention où vous allez, vous aviez peut-être des reproches à faire à la France, mais je crains fort que dans quelques temps, vous ayez encore davantage de reproches à faire à vos nouveaux alliés qui vous veulent tellement de bien que vous allez verdument en perdre
toute possibilité de liberté. Et je sais qu'il faut, vous savez, il y a un moment où il faut savoir attendre et ensuite de reprendre l'initiative. Sur le Proche et le Moyen-Orient, alors là, je vous accorde je dirais, 1000 raisons, effectivement, non seulement d'espérer, à une condition, c'est que nous retrouvions une politique étrangère, je dirais, totalement indépendante et que nous collions ni aux Américains ni aux Russes. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une renaissance de Daesh qui est extrêmement forte. J'ai encore un ami syrien qui m'a appelé en me disant si ça continue, nous allons être talibanisés rapidement, parce qu'il y a je dirais, une naïveté incroyable sur les nouveaux maîtres de la Syrie. C'est incroyable. Il faut regarder la réalité en face. Le Djelani, il a pris le pouvoir, bien évidemment, en écartant un certain nombre de chefs de Daesh stricto sensu, mais lui, il est dans la même veine. Il ne faut pas se tromper de ce côté-là. Donc, nous devons aider notamment les chrétiens d'Orient. Nous devons, bien évidemment, veiller à ce que la Syrie ne soit pas talibanisée. Mais là, nous avons encore un long chemin. Le chemin de Damas est toujours très long, vous le savez. Donc, c'est la même chose. Ensuite, quand on fait, je dirais, bon, il est vrai que MBS, c'est en Arabie Saoudite, fait évoluer le pays à vitesse extrêmement rapide. Mais est-ce qu'il va durer? Bon, certains experts, par exemple, le Chéneau, que je connais bien, dit oui, ça va durer parce qu'il s'appuie sur les jeunes contre la vieille garde, mais il est non moins clair que MBS n'est pas un tendre, n'est-ce pas? Il pendait ses opposants par les pieds pour leur faire rendre de l'argent. Et donc, on est dans un mouvement extrêmement mouvant sur lequel c'est la même chose sur l'Iran. L'Iran, à mon avis, rien n'empêcherait qu'elle revienne à partir du moment. Mais croire qu'on va faire changer le régime, comme le pensent les Américains, par une volonté de force, c'est le meilleur moyen de renforcer, je dirais, les conservateurs et les ultras iraniens. Donc il faut avoir une politique plus subtile, mais une politique indépendante. Et nous devons veiller à défendre nos intérêts, à prendre des initiatives nous-mêmes et pas compter sur les Américains pour nous empoisonner l'atmosphère. Ni sur les Américains, ni sur l'Union européenne. Par rapport à cette indépendance, à cette souveraineté, il y a malgré tout des solutions qui paraissent ne pas pouvoir se passer d'accords plus précis, noués entre États, noués entre pairs, comme par exemple la proposition de Xavier Driancourt de faire en sorte que le traitement de l'immigration se fasse sur la base d'un accord tripartite entre la France, l'Espagne et l'Italie, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne ayant un pourtour méditerranéen et qui sont les principaux destinataires de ces flux migratoires. Est-ce que ce genre d'alliance vous paraît être une possibilité intéressante? Ce n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Voilà. Et donc, il faut voir. Alors, nos amis italiens, vous savez, j'ai toujours une confiance limitée dans la diplomatie italienne, puisque depuis, je dirais, le fameux narrateur de l'Ancien Régime, parlant du comte de Savoie, il disait qu'il avait toujours l'habitude, pour le comte de Savoie, qui est devenu le roi d'Italie, de terminer une guerre dans l'autre camp qu'il ne l'a commencée. Et donc, on sait très bien que les Italiens sont pieds et mains liés avec les Américains. Hein, ça, c'est évident. La preuve, c'est que la présidente du Conseil est aujourd'hui à Washington pour, je dirais, saluer Macron. Mais ce qui est certain, c'est que nous pouvons avoir des éléments concrets, des éléments de maîtrise des flux migratoires avec les Italiens, j'en suis convaincu. Mais il faut bien voir une chose, c'est que pour cela, il faut, comme le dit mon ami Xavier Driancourt, il faut dénoncer le fameux accord de 68, n'en déplaise aux Algériens, et serrer les boulons. Ensuite, il faut prendre un certain nombre de contre-mesures sur l'Algérie pour qu'elle revienne, je dirais, dans un peu plus de rationalité et de responsabilité, faire payer en avance toute, je dirais, leur volonté d'être hospitalisés en France, réglementer et réduire le nombre des visas, tout ça est possible.
tout ça est possible, encore faut-il le faire. Voilà. Et donc, il est évident que sur ce point précis, il faut changer de politique. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a été dans une tradition, et moi je l'ai vécu lorsque j'étais aux affaires étrangères, du bon geste. Vous voyez? Ah ben on va faire ça parce que ça va être bien compris. Ben, tu parles. Le bon geste, c'est-à-dire que l'État en question engrange ce qu'on a concédé et puis on attend pour la suite, il n'y a pas de retour. C'était vrai avec les Chinois, c'était vrai avec, bien évidemment, les Algériens. Le bon geste, c'est une connerie. Les États n'ont pas d'amis, il faut défendre pied et pied nos intérêts et agir en conséquence. Donc c'est un changement radical. Il ne s'agit pas de faire de la France une France arrogante. Non, il s'agit de dire aux Français, nous, et j'espère que ce sera le cas du prochain président de la République, nous, on défend les intérêts français, bec et ongle, et ça se passe à Paris, pas à Bruxelles, pas à Moscou, pas à Washington. Alors, et est-ce que vous avez l'impression que Bruno Retailleau est capable de porter cette voix, ou est-ce que malgré tout, tout ce qu'il dit ressemble plus à des effets d'annonce, étant donné que les vœux qu'il exprime, il n'a pas les moyens de les réaliser? Eh bien voilà, vous avez bien posé la question, c'est-à-dire que si l'ineffable Bayrou, bien connu surtout pour que rien ne change, pour que tout change, eh bien le problème il est là, c'est que si effectivement, prenez par exemple l'accord de 68, il est évident que si on veut y mettre un terme, il va falloir avoir un accord dans l'état actuel des institutions entre le Premier ministre, le président de la République. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'avant que les flammes de la Pentecôte ne leur tombent sur la tête, on a encore un long chemin à faire. Mais j'en appelle aux Français et dire assez, ça suffit. Vous devez défendre les intérêts français, vous devez prendre un certain nombre de mesures pour ramener un peu de responsabilité du côté algérien. On n'a fait que des conneries. Lorsque vous avez un président de la République qui a le culot de dire que la France a commis des crimes contre l'humanité à 2 reprises, on sait bien que les Algériens, c'était du gâteau pour eux, du miel, et qu'ils en ont profité pour taper sur la France parce qu'ils ont tellement de difficultés internes qu'il faut qu'ils aient, je dirais, un bouc émissaire. C'est ce qui s'est passé. Et il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est que tous les bons gestes qu'a fait Macron, ça a été engrangé, bien évidemment, que ce soit le retour d'un certain nombre, je dirais, de reliques ou, je dirais, de mesures et de déclarations qu'il a faites, ça s'est retourné contre la France. C'est parce que c'est un amateur en matière de relations internationales. Eh bien, merci 1000 fois, Monsieur Miard, et voilà, en espérant effectivement que le prochain président sera beaucoup plus compétent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir et le combat continue plus que jamais.